vous? C'est un super plateau. Je suis ravie. Un peu plus d'enthousiasme, là, je vous entends Ça va, pas. toi? Ouais. Thomas Guénolé, je suis ravie de vous avoir en plateau. Vraiment, je vous ravie. Merci, je suis ravie et je vous remercie aussi pour votre prise de parole dans les médias parce que il en faut. Et moi, je suis entièrement fan. Merci, vraiment, merci beaucoup, vraiment, ça me fait Thomas, très je suis plaisir. entièrement fan. On parlera de votre parcours, de tout ce que vous avez fait. Et il a un livre, j'adore le titre, c'est « Les jeunes de banlieue ne mangent pas les enfants ». Oui, c'est ça. C'est ça. Donc j'adore le titre. Qu'est-ce qu'il a? On va y aller. C'est quoi? On peut vous parler de quoi dans le livre? Parce que je voulais la voir. Je ne l'ai pas eu à temps, malheureusement, mais je compte la voir, de toute façon, pour le livre. C'est une. En fait, j'avais écrit un essai sur le cliché du monstrueux jeune de banlieue dans la société française, comme quoi en réalité c'était une peur collective d'une partie de la population française, plutôt des centres-villes, envers jeune de banlieue. Ça veut dire quoi en fait? C'est un mec jeune, arabe, pauvre, urbain. Et en survêt. En vrai, en survêt, bien sûr, ça va de soi. Et donc, c'est vraiment un archétype. Et l'idée, c'était d'essayer d'expliquer ce cliché, d'où il vient, comment il se traduit, et que ça fait énormément de casse, parce que derrière, ça entraîne de la xénophobie, de la discrimination à l'embauche, de la discrimination dans l'accès au logement. Ouais, le fameux « ça va pas être possible », qui n'est pas qu'une formule, ça met vraiment le doigt sur le truc, pour toi, ça ne va pas être possible. Et donc, 10 ans après, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une BD en tant que scénariste, avec un dessinateur qui s'appelle Jonas Ritter. Et ce qu'on s'est dit, c'est on va faire plutôt que d'avoir un personnage ou deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une journée en France, une journée des jeunes de banlieue. Chaque chapitre a un personnage principal qui va être un ou une jeune de banlieue, à qui va arriver un truc qui correspond à ces réalités-là. Donc, par exemple, ça s'ouvre par on est dans les transports en commun, le mec il sort des transports en commun et il va se prendre un contrôle d'identité au faciès. Pourquoi? Parce que c'est un jeune maghrébin en survêt. Ouais. Et donc, contrôle d'identité au faciès. Et c'est une réalité, le contrôle au faciès. Et chaque chapitre aborde un thème différent là-dessus. Et donc, ça va être aussi le fait d'aller pour un prêt bancaire il y a une scène où le même dossier dans la BD, exactement le même dossier est traité dans deux agences bancaires de la même banque. Et il y en a un, c'est un jeune maghrébin, et l'autre, c'est une nana qui ne l'est pas. Et il y en a une, ça passe, et l'autre, ça ne va pas être possible. Et toute la BD est construite comme ça pour comprendre que ça ne se limite pas à des bagnoles qui brûlent une fois par an, les questions de jeunes de banlieue, en fait. Bien sûr, c'est l'inégalité des chances et la discrimination qui fait. Et justement, moi, on parlait du contrôle... Moi, j'y vis en plus. Enfin, oui. J'en croise tous les jours des jeunes de banlieue. Ma fille est une jeune de banlieue, techniquement. Bah oui. Puisqu'elle y est née, enfin, elle y vit. Moi, en parlant des contrôles faciès, justement, j'en parle souvent et c'est bien de faire le parallèle. Quand on parle des refus d'intempérer, et attention, hein, je suis contre les refus d'intempérer. Moi, ça dépend du contexte, voilà. je le dis Moi, j'ai parlé avec des jeunes de banlieue, justement, parce que j'étais engagée politiquement dans ma ville. Et en fait, le refus d'intempérer, c'est parce qu'ils ont extrêmement peur de la police dû au contrôle faciès. Ziad Bouna, ils se sont enfuis parce que la fameuse question, mais pourquoi ils se sont enfuis alors qu'il y avait des policiers? Si tu es jeune, que tu n'as pas la peau blanche et que tu es en survêt, ils ont très peur, ils nous l'ont dit. Tu as peur des flics. Ouais, oui, effectivement, oui, c'est pas un scoop. Effectivement, et ils ont très peur. Si tu vivais dans ces quartiers-là, tu le saurais déjà. En fait. Ah oui. Moi, j'ai parlé, justement, ils disent, mais même si on n'a rien, on se fait insulter, on se fait taper. Bon, attention, pas toute la police, hein, bien sûr, attention, parce que... on va pas être... Mais c'est vrai que les jeunes de banlieue, en général, ont très peur parce qu'ils se sentent tout de suite coupables. Ils disent, parce que j'ai un survêt, parce que j'ai un peu la peau bronzée, donc forcément, on va être stigmatisé. D'ailleurs, quand on dit tout de suite... C'est marrant, ça vient tout de suite. Pour nous-mêmes, quand on exprime une critique sur les policiers, ça nous vient naturellement de faire attention à préciser que ce n'est pas tous les policiers et que d'ailleurs, la plupart des policiers ne sont pas des gens qui vont fracasser des gens à coups de matraque pour le plaisir. On ressent le besoin de le préciser parce qu'on ne veut pas stigmatiser les policiers. Donc on est bien d'accord, les jeunes de banlieue, c'est pareil. Et c'est pareil, il faudrait faire la même chose. Et pourquoi, dans le cas des policiers, on a ce réflexe immédiat? Et pourquoi on ne l'a pas dans le cas des jeunes de banlieue, alors que dans les deux cas, il n'y a qu'une minorité de policiers qui posent des vrais problèmes de bavure, et il y a une infime minorité de jeunes de banlieue qui posent des problèmes de délinquance et de criminalité. Ce deux poids, deux mesures, déjà, il en dit beaucoup. En France, il vaut mieux être policier que jeune de banlieue, quand même, manifestement. C'est vrai, malheureusement. Mais juste pour rebondir... Bon, Aaron, je te présente aussi. Oui, c'est vrai. Oui, on s'est lancé. Oui, on s'est lancé,
c'est vrai que du coup, je voulais déjà rebondir à ce qu'il a dit. Ça fait une semaine qu'on discute sur mais Aaron, si tu veux, je te présente Aaron qui est là, qui est le chroniqueur invité de la semaine. Donc, merci d'invitation déjà. Je suis très contente de t'avoir, j'apprécie énormément ton travail. Merci. Donc c'est un plaisir de te recevoir. Mais tu peux rebondir à ce que disait oui, Thomas. Tu veux rebondir J'aime bien rebondir, oui. Sur des propos, en plus, selon moi, qui sont parfois vite dits. Comme tu parles de la fuite, on peut justifier du coup la fuite parce que forcément, ils ont peur du comportement. Expliquer la fuite, pour moi, et puis je ne remets pas du tout en question ce que tu as dit sur effectivement la peur qu'ont les jeunes de banlieue par rapport à la police, mais tu ne peux pas expliquer leur fuite, c'est-à-dire que si... Ils sont morts, hein. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si un policier, si une force de l'ordre demande à un jeune, je ne sais pas, ses papiers ou quoi que ce soit, je comprends qu'il ait peur de la figure policière, mais de là à prendre la fuite, pour moi, en faisant ça, ils entretiennent aussi un petit peu, malheureusement, et je pense que c'était inconscient, les clichés qui rôdent autour de ces profils-là. Moi, c'est mon avis, donc de dire, oui, c'est normal qu'ils fuient... voilà. Tu parles de deux ados qui sont morts. Ziad et Bouna, ils se sont enfuis. Et ils se sont retrouvés électrocutés et ils sont morts. Donc, je veux bien que tu dises que, mais fais gaffe, on parle de gens qui... Je parlais pas des gens ah oui, de Ziad et Bouna. Voilà, je précise. Ouais, c'est Ziad et Bouna, en fait, dont je parle. Ouais. Il leur est littéralement, compris, oui. Il leur est littéralement arrivé ça, mais peut-être que tu ne sais pas le lien, c'est possible. Je veux pas... Voilà, c'est sans doute. Après, quand tu parles des jeunes de banlieue, c'est vraiment des fois... Moi, j'ai déjà assisté à une scène, hein, vraiment, je le dis, parce que j'ai déjà assisté à une scène où on avait des policiers, et je ne précise même pas tous, ont vu les jeunes arriver, ils les ont appelés, ils leur ont dit « Venez là, bande de ratons ». Bah là récemment, c'est Libération, oui, c'est fait l'écho. Oui, c'est très grave. Je l'ai vécu, c'est très grave. Ouais, c'est moi qui me suis permis de m'interposer en disant que j'avais entendu. Et quand ils ont su que j'avais entendu, j'avais mon téléphone mais je filmais pas. Non, mais on n'a pas dit ça. Et ben du coup ils ont reculé, ils sont pas allés. Donc ces jeunes-là, quand j'ai parlé avec eux, ils nous ont dit c'est notre quotidien habituel. Et des fois on se fait taper. Donc c'est pour ça aussi que ça on l'ignore nous parce qu'on n'est pas à leur place en fait. Le problème c'est que Virginie, du coup c'est la première fois qu'on se lance comme ça. Comment vas-tu Virginie, ça va? Ça va très bien. Tu peux te lancer, vas-y. Et puis après d'être là. Non mais c'est surtout que les pauvres en fait ils sont tellement discriminés, tellement rabaissés dans ces milieux qu'en fait ils préfèrent en partir parce que ça leur amène trop de négativité. Ils préfèrent sortir de ce système pour leur réussite, leur propre réussite, parce qu'on ne peut pas réussir dans un milieu où on est sans arrêt jugé, discriminé. C'est l'égalité des chances aussi, le plafond de verre. Voilà. Gamal, comment vas-tu? Gamal Abina. Et je pense que tu es ravi aussi, qui est monsieur. Oui, je suis content, parce que je suis depuis longtemps, puis effectivement, il y a un franc-parler, il y a une analyse, il y a des éléments qui ne sont pas discutables, même si... beaucoup n'aiment pas. C'est vrai que l'effet miroir de dire pas tous les policiers, évidemment, pas tous les policiers, dans les caricatures, et pas tous les jeunes, effectivement, parce qu'il n'y a pas que des jeunes en banlieue. Moi, j'ai connu une époque où on avait le droit à la double peine. C'est-à-dire que j'ai connu parce que je me suis fait tirer dessus, hein, donc je parle d'un passé qui était compliqué. J'étais avec mon frangin, on marchait dans les quartiers, forcément, on n'y échappe pas, puisqu'on est assigné au quartier, pas d'argent, on ne sort pas. Et ce qui se passe, c'est que parfois, les policiers arrivaient à la Starsky Hutch, c'était à la mode à l'époque, et ils nous bloquaient le passage. Et c'était dans les années 80. Et on ne savait jamais s'il fallait courir ou rester. Pourquoi? Parce qu'il y avait les skinheads aussi qui faisaient la même chose. Ah oui, à l'époque des skinheads, donc, dès qu'on voyait des flingues comme ça, on était rassurés. C'est vraiment incroyable. On était rassurés d'être braqués. Parce qu'on savait que ce n'était pas un skin. Et là, on s'arrêtait. Et c'est pour ça qu'on parle d'insécurité. Alors, tu vois, on l'a eu, ça, le débat, on est beaucoup plus en sécurité aujourd'hui que dans les années 80. Oui, les années 80, le truc, c'est que si on ne sait pas si on le fuir ou pas, on avait peur des flics. Alors, les anciens de la guerre d'Algérie avec la grosse moustache, si on leur repérait direct, on se barrait, parce qu'on savait. Donc, il faut bien comprendre que la peur de ce qu'on appelle un jeune, donc un immigré, un bronzé, un noir et un arabe, ce n'est pas une peur qui naît de nulle part. D'abord, c'est le seul pays au monde, en France, c'est le seul pays où il y a les contrôles aléatoires. C'est-à-dire que le flic, il a le droit de contrôler qui il veut. Et il contrôle quoi? Les colons. Il n'a pas le droit, en général. Et normalement, donné le non, mais droit, c'est un déni. non, ça existe. Pas le droit, mais c'est pas sanctionné. Oui, voilà, c'est ça. Mais normalement, on doit demander, on a le droit de demander. Oui. Non, c'est pire, c'est un déni de liberté. Moi, j'étais récemment en Algérie, je me pose même pas la question de savoir si j'ai mes papiers. On ne me contrôlera jamais. En Angleterre ou n'importe où, on n'est pas contrôlé. Ici, on est contrôlé parce que soi-disant, on va voir s'il y a de la drogue, s'il y a une arme blanche, PAB. Tous ces trucs-là sont des mécanismes qui créent une tension dans les banlieues. Et quand on a été en banlieue comme moi toute sa vie, quasiment quand j'étais jeune, on était certain que les flics nous arrêteraient. On était certain d'entendre la voiture avec le moteur diesel ralentir. On sortait déjà les papiers, on ne perdait pas de temps parce qu'on savait à qui on avait affaire. Et Thomas? Oui, juste, c'est l'argument numéro 1 qui arrive pour prendre la défense des contrôles d'identité au faciès, c'est de dire c'est pour lutter contre la délinquance. Et je voudrais revenir sur ce point précis très brièvement. C'est juste de dire, imaginez que je braque une banque. C'est ça. Je braque une banque. Je sors de la banque avec mon gros sac, comme dans les BD d'El Dalton, etc. Comme dans The Mask. Le gros sac avec vraiment une tonne de fric dedans.
un policier arrive et donc, pour lutter contre la criminalité et la délinquance, me demande mes papiers. Je sors ma carte d'identité est en règle et je poursuis mon chemin avec le produit de mon braquage de banque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre le fait d'avoir ses papiers en règle et le fait d'être un criminel. Et donc l'idée, on va lutter contre la criminalité en contrôlant les papiers des gens, on s'y est habitué à cet argument, et donc on s'est habitué à ne même plus le questionner, alors qu'il est intrinsèquement complètement débile. C'est vrai. On n'y pense jamais. Et puis, est-ce que les flics, c'est pas plus intéressant d'avoir un flic qui fait les enquêtes? Moi, non, mais ils sont juste là pour repérer des sans-papiers. Oui, il casse les pieds des gens. Un flic qui fait les enquêtes, il va démanteler les filières, par exemple, de drogue. Alors, ce flic qu'on met sur la voie publique pour emmerder les petits jeunes, il va rien démanteler du tout. Il va juste casser les pieds des jeunes. Oui, mais au moins, il aura ses statistiques. C'est-à-dire qu'il aura ses colonnes de positifs. C'est parce que la performance des policiers encore aujourd'hui est évaluée en nombre de faits constatés. Je constate une infraction, n'importe laquelle. Donc, la constatation est tout à fait. Une ceinture de sécurité pas mise, ça vaut autant que j'ai filé une gifle à quelqu'un dans la rue. Hein. C'est un fait constaté. Fait résolu, j'arrête ou je verbalise. Et du coup, choper des sans-papiers, c'est fait constaté, fait résolu, donc ça compte double. Ça double. Et c'est pas très fatigant. On a chopé le poisson. Et c'est pareil pour le fait de contrôler les ceintures. Vous allez voir, là, on approche des fêtes. Vous allez voir qu'on va se taper plus de contrôle sur les ports de la ceinture. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut boucler les stats à la fin de l'année. Ils ont des quotas, exactement. Ils ont des quotas. Voilà. Et tout de suite, on va lancer Hicham avec le LOL Buzz. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je rigole. Je vois qu'aujourd'hui il y a un plateau incroyable. Tu nous as franchement mis bien. C'est le multiverse. On a Thomas Gama Labina, Aaron, c'est ça? C'est ça. Ok. Et Virginie. Ça va, Virginie? Vous embête pas trop. Et Virginie qui est fan de Thomas. Ah bah tiens. Ah oui, bah alors complètement. Je crois que j'ai jamais. Pourtant, je suis rarement fan, mais alors là. Oh, t'as gagné un like. Elle est très contente. Là, je pense que t'as gagné un like. Si j'avais les cheveux, je serais en train de faire ça. Non mais ça c'est possible. Je t'expliquerai. J'étais en coulisses là et le sujet que vous avez abordé m'a énormément touché parce que bon, moi-même issu d'un quartier défavorisé, pour reprendre quelques vers de notre cher Kerry James, j'ai vécu aussi tout ça. J'ai vécu et on pourrait faire une BD ensemble. J'essaie de me placer. Bref, bon, on va éviter de parler de notre passé. Alors, est-ce que tu peux expliquer ta chronique à nos invités? Alors oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, je sais que là, il y a un level incroyable aujourd'hui, enfin ce soir sur cette émission. Je pense, encore une fois, je sais que j'aime bien cet argument, c'est totalement le type d'information et de news qui peut apporter de l'eau à ton moulin, Thomas. Vas-y, dis-moi. Je pense que dans les autres émissions, tu te diras, mais il avait raison, tu vois genre, mais s'il n'y a pas le blé. Pourquoi tu parles de blé? Bah dans le moulin. Le sac, c'est dans le bravo. T'as vu le C'est level? pas contestable. T'as vu le level? Ok. Non, alors c'est la rubrique, c'est de l'info inutile. Je bégaye. Totalement inutile. Voilà, et on va dans le plus en mais plus inutile. qui peut te permettre quand même de briller En société. aux soirées de l'ambassadeur. Voilà. Parce que je pense que tu as le level, vous avez le level pour aller aux soirées de l'ambassadeur, manger des petits trucs. Donc on va commencer par la première info inutile. Saviez-vous qu'il y a eu une étude britannique sur sur les vaches? D'accord. D'après vous, comme ça, vite fait, à quoi on peut penser quand on fait une étude sur les vaches? Encore l'épée de vache? Non. Ça aurait pu être ça, effectivement. Ça participe grand classique. Un truc à le lait, le lait, on n'est pas loin. La vache folle, ou la viande ou le lait. Ouais, mais après tu me diras, ça peut partir en viande derrière. Enfanter, soit le sperme des vaches. Non, bah non, les taureaux. Non, mais alors. Non, je voulais. Pardon, le délire, n'est-ce pas, Gamal? Alors non, je vous explique rapidement. Vous saviez que les vaches avaient des meilleurs amis? Oui, ça je le sais, je l'ai vu. Ouais. Les vaches. On les met, elles sont des meilleures amies. L'étude n'est pas anodine. En fin de compte, pour avoir une meilleure production de lait, on a remarqué que les vaches avaient des petites copines avec qui elles étaient tout le temps. Des copines vaches. Une BFF, quoi. Comment? Une best friend forever. forever. Ouais, une best friend. BFF vache. Forever. Voilà. Et en fait, tu vois, BBF. BBF. Donc ouais, du coup, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les vaches sont près de leur partenaire préféré, leur niveau de stress
même en tant que rythme cardiaque, au niveau du cortisol, tout baisse. Donc on a un meilleur lait. C'est ça. Et plus l'herbe est bonne, plus le lait est bon aussi. Et plus elles sont calmes, apaisées. Sûrement. Ça évite les tours de vache. C'est probable. C'est de l'info. Raison Non, mais plus, on c'est dit- vrai. C'est de l'info. On dit que quand on donne de l'amour à un animal, par exemple, ou à quelqu'un, il digère mieux les vitamines et les nutriments de la nourriture. Non, c'est vrai. Merci Virginie. C'était l'info. Inutile numéro 1. Voilà. Maintenant, alors, je ne sais pas si cette expérience pourra se dérouler sur Paris, mais est-ce que vous êtes prêt à faire quoi pour avoir un café gratuit, pour qu'on vous offre un café, par exemple? Est-ce que vous êtes prêt à faire des choses? Non, Ne regarde pas, mais Thomas, je la connais. Ouais, tu la connais un petit peu. Ça rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose? Je t'avais Un chapeau dit. peut-être avancé. Non. Aaron? Claquer une bise à quelqu'un? Claquer une bise, ouais, Trop facile, ouais, trop facile, ouais, trop ouais. facile. Virginie? Pour avoir un café, c'est bon, je peux me le payer. Ah, mais elle veut pas rentrer dans le Elle veut pas. Thomas? Un Je sais café pas, ça offert. supposerait un défi à remplir, quelque chose comme ça. Elle est pas loin. Moi, Elle est pas loin. je peux Toi, dire- vas-y, dis. Toi, t'es Danser. Bien. Effectivement, c'est ta spécialité en plus, ça. Il y a Si, avec ça. un restaurant Moi, j'ai café 2 cafés. donc, aux États-Unis. Donc, si vous voulez vous faire offrir un café, il suffit de rentrer dans ce fameux restaurant, faire 2-3 petits pas de danse. Alors, attention, pas connoté. Et j'ai vu les vidéos, hein, des fois, il y en On va a se qui faire font juste mitrailler. des petites épaules. des petits Voilà, exactement. Il y a des trucs. vidéos qui tournent sur Internet. Oui. Et donc, bon, t'as capté, Aaron. Oui. Voilà, on évite, voilà. C'est Faut se sympa, le dire. ça, pourtant, moi j'aime bien. Oui, mais bon, dans certains... peut-être au Texas, ça peut peut-être pas trop le faire. Donc voilà, le restaurateur a eu cette bonne idée. Bah, tu me fais 2-3 pas de danse et je t'offre le café. Je trouve ça hyper génial. Sympa. Je sais pas si dans Paris, ça risquerait de marcher. Moi, je pense que si. Hein. Tu crois? Bah ouais, je suis sûre. Ah, les Parisiens, on est un Allez. peu spéciaux quand même. Ah tu bah vois. ça leur mettra un peu de, justement, ça ferait Ouais. un peu de bien. Hein. Faut pas donner l'adresse, à Paris, il va y avoir la queue, mais ce sera que des personnes immigrées ou des Que des morts de SDF. faim. Que des morts de faim, le cliché. Mais là, ils savent pas danser. Je vais dire, par les clichés, elle est tombée dedans. Bah arrête. C'est les petits jeunes de banlieue qui Ah, parlent. Larson. pauvres. Ah, de Larson. On leur donne rien, alors faut bien leur donner quelque chose. Attends, arrête, Virginie, s'il te plaît. Tu t'enfonces, arrête. Ça me poursuit en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Info Il y a numéro aussi, 3. tiens, en parlant de ça, le fameux café c'est quoi le café suspendu? Ouais, le café. Ah non, mais ça, c'est pas Comment bon. ça Je connais, ouais. Moi, je peux pas, c'est impossible. De quoi? Le café suspendu, là, Ouais. dans les airs, là. Non, rien à Ah, voir. d'accord. C'est quand tu payes plus, c'est Non, ça? parce que j'ai vu Exactement. ça il y a pas C'est quand tu longtemps. payes plus. Vas-y. Vas-y, je t'en prie, Thomas. Ah vas-y. C'est quand tu. Ah oui, tu payes pour la prochaine après. Tu payes pour une personne, pour Oui. un éventuel Exact. SDF qui passerait et qui demanderait ça, c'est bien. si on a un café suspendu et du coup il le Exactement. prend. Ah oui, non, C'est non, tu ça, je offres peux. d'avance Oui, un oui, SDF c'est ça. qui passerait. Ça, je connais. contre, Non, non, heureux, hein. mais je pas. Non, parce qu'il y en a un à Paris maintenant, d'un café justement où tu peux manger en haut, dans les airs. Tu t'as inventé ça comment? Non, non, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps Oui, sur oui, TikTok. oui. Non, non, je vous jure que c'est vrai. Je pourrais Et pas il y a confirmer. à Dubaï et ils ont fait l'essai sur Paris. Ah bon? En banlieue Mais parisienne. comment ça, tu prends le café suspendu? Tu Explique-moi. manges en C'est hauteur en lien avec ton avec premier une sujet sur la nacelle. consommation d'air. Voilà. Mais oui, dans les airs, en fait, tu es sur une nacelle et tu manges en hauteur. C'est bien, Mais d'accord. complètement en hauteur. Mais vraiment, vraiment Ok. en haut. Moi, je peux pas. Ouais, Mais tu de- planes. Le vertige. Ouais, c'est ça, tu planes. Ça, tout dépend de ce que tu Non. consommes. Mais c'est pour ça que j'ai cru que tu parlais de ça. Aromatisé. Ça s'appelait le Voilà. café suspendu. D'accord, très bien. De l'eau, par contre, c'est obligatoire de le donner à n'importe qui. Oui. Si un jour vous avez soif, ils sont obligés de vous le donner. Oui, parce que ça peut De être quoi, non-assistance à Dans personne n'importe manger quel en cas de commerce. diabète ou. Ah bon? Oui, 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 c'est une Ils obligation. ont même failli à un moment donné faire payer l'eau. hein. Et même l'eau est payante. chez les particuliers. Dans le café. Si quelqu'un un jour frappe chez toi et te demande de l'eau, tu es obligé, selon la loi, de lui donner, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Non, mais c'est vrai ça. Si en cas de diabète, plein d'autres trucs. Et juste, c'est à Paris ce café Attends, excuse-moi, je suis en train de. Non, J'imagine mais les trucs. le J'imagine café des suspendu. scènes, tout ça. Le café suspendu, Oui. c'est- Non, non, ça, c'est aux États-Unis. Ah aussi, d'accord. Ouais, c'est aux États-Unis, Bah, mais il je y a pense du que boulot ça va à Paris. arriver. Non, Ouais, mais il y a du taf. à Mais, 800 € le billet d'avion, c'est pas cher le café. Ouais, exactement. Bah, après, en même temps, pourquoi je disais Paris? Parce que je me dis qu'il y a quand même tu sais, une posture quand tu es dans un garçon de café à Paris, tu vois. Je vois mal le mec danse. Bon, je t'offre un café. Tu vois, je vois pas du tout le truc. tu Non, vois. bah, peut-être ça se ferait automatiquement avec Bah une oui, affiche. complètement. Moi, je verrais plutôt ça avec Moi une aussi. affiche et les gens qui ouvrent la porte et qui se mettent à danser. Ça serait- Moi, ça je serait- verrais plus ça ça. serait amusant, ça serait vraiment Moi, je amusant. verrais ça. Je vois bien Gamal arriver pour. Allez, on va se lancer. Rendez-vous, tu On vois. va ouvrir notre café. Bon, c'était l'info inutile, mais un peu rigolote. D'accord. Drôle, C'était la numéro 2. Ensuite, habituellement, je parle toujours de records, de concours. Arrête de regarder mes notes. Non, je regarde pas. Tu vois, en plus, j'ai super beau visuel, t'as vu? Oui, j'ai vu ça. Voilà, Très j'ai sympa, vu le ça, pied. merci ChatGPT. Donc, imaginez-vous qu'il y a des compétitions de
tout ce type de sport, de pratique aussi. Et il y en a une qui a retenu toute mon attention. Quand je vous dis, par exemple, épreuve physique, vous pensez à quoi, Virginie? Sport ou sport en chambre? Merci Virginie. Virginie, toujours le truc à la décaler. Ah d'accord, ok, j'ai pas compris. Non, c'est l'humour, évidemment. Elle fait un peu d'humour à la vie, quand même. Par exemple, quand je te dis bien sûr, toujours. C'est quasiment la même chose, faire des pompes. Faire des pompes, très bien, bien vu. Ah, on a levé. Alors, Bah, un sport physique, je sais pas, moi je dirais foot. très bien, ok, Voilà. très bien. Ping-pong. Ping-pong, sport physique, ping-pong. tennis de Ah, table. super physique. Et toi, quand tu penses quand on Bah, parle De sport? Ouais, sport, pratique sportive, compétition. Bon, comme je suis de Polonais, je vais dire le rugby. Voilà, très bien, le rugby, beau sport, effectivement. Donc, bah, écoutez, il y a des compétitions de rugby, de tennis de table, de pompe, hein, voilà, crossfit, d'accord, et de sport en chambre. Il y a des Il y a aussi, Non, il y a du bras de fer. Il y a même des sites spécialisés. Plutôt, oui. On est Il y plutôt a dans des ça. films même. On est plutôt dans ça. Je vais vous laisser. Ah ouais. Maman, regarde l'émission, maman. Et des plateformes. Et donc, ce que je disais, c'était quoi? Donc, il y a des compétitions de bras de fer, même carrément de bras de fer chinois. Et là, il y en a une qui existe. Alors, comme d'habitude, C'est quoi un info bras de fer inutile. chinois parce que... C'est avec les pouces. Vas-y. Attends, non, C'est je trop fais bien. bras de fer chinois. C'est Et ça. après, tu essaies d'attraper. Gamal, tu connaissais pas? En fait, t'essayes de toucher le pouce. Et de... Tu vois, bah, c'est c'était l'âge. ça le truc. Ce truc, quand tu fais ça, t'es tout petit, tu vois. Donc, alors, cette compétition-là, je vous assure que c'est vrai, c'est une compétition de pieds, en fin de compte. Donc, alors, on colle ces deux pieds comme ça, donc avec une personne, et en fin de compte, l'objectif, c'est c'est un bras de fer de pied. Mais c'est chinois. Faut que j'en parle, Ouais, c'est ça, faut que j'en parle à Polska. Non, parce que les Chinois, ils ont des tout petits pieds. Je supporte pas les pieds. Je peux pas. Je peux pas, non. J'ai un truc avec les pieds. Attends. On a deux bouts des jambes. Alors, je vous lis quand même l'article parce que je l'ai quand Ouais, même mais trouvé mes pieds, sur ça va, mais pas les Internet. pieds des gens. Donc, gros orteil contre gros orteil. Ça pue, pas nécessairement. Au moins, tout cela se passe en plein air. Souplesse de cheville, vigueur des orteils sont des prérequis à toute inscription. Voilà, je vous assure que c'est vraiment ça. Donc, un peu d'autodérision, mais attention. Mais comment on en arrive à ça? Attends. Il s'agit d'un véritable sport. Ces inventeurs, écoutez bien l'info incroyable, ont tenté en vain de l'introduire aux Jeux Aussi. Olympiques. Et au record du monde. Alors qu'il y a le curling, je vous tiens le rappel. Le curling est quand même un vrai Il est sport. passé, bien sûr. Oui. C'est beau. Bah oui, c'est du balayage olympique. Bah oui. effectivement, Voilà. mais- Donc voilà, c'était les infos inutiles. Merci. Merci à vous. Je terminerai juste par Thomas. J'ai eu Cyril ce matin au téléphone. Il en a gros sur la patate. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, tiens, salut. Merci à vous. Au revoir. Bon, toujours aussi inutile les infos. Mais la dernière, par contre, j'aimais bien. C'est drôle. Mais comment on en arrive à se dire qu'on va faire les Jeux Olympiques un pied de fer. Et tout de suite, on va lancer. Ça ne lol pas. Et j'aimerais qu'on aborde un sujet en ce moment qui est plutôt d'actualité. On le voit justement avec tout ce qui se passe et la chute de notre cher Premier ministre qui n'a pas fait long feu. On n'écoute plus trop le peuple. La montée des extrêmes, et je vais catégoriser parce qu'après je ne sais pas si je peux donner mon point de vue en tant qu'animatrice, mais ce que je pense en tout cas, la montée des extrêmes, l'extrême droite est dite l'extrême gauche. Je ne suis pas trop d'accord avec le terme extrême gauche, on reviendra après parce que pour moi il n'y a qu'un extrême en France reconnu en tout cas. Et donc voilà, donc la montée des extrêmes. La gauche, la droite, on s'y perd un peu. Il y a des militants de droite qui ne se reconnaissent plus dans la droite et qui vont à l'extrême droite énormément. Et des militants de gauche qui ne se disent plus à gauche aussi. Donc voilà, la montée des extrêmes, comment l'expliquer? Est-ce que c'est dû aux médias? Est-ce que c'est dû au climat actuel et au climat de la société, l'après-Covid? Plein de questions se posent en tout cas. Voilà, donc j'aimerais faire un tour de table et savoir ce que vous en pensez tout simplement. Et je vais commencer par notre cher monsieur Guénolé. Alors oui, moi je vais parler plutôt de la montée de l'extrême droite, effectivement. Oui, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a eu un rôle particulier joué par François Mitterrand. La plupart des gens Tout à sont pas au fait, courant de je ça. suis d'accord avec ça. Historiquement, c'est qu'à un moment donné, donc on est dans les années 80, et François Mitterrand, il est déjà président de la République, mais il anticipe qu'il va perdre les prochaines élections législatives, et derrière, il aura donc une cohabitation avec un gouvernement de droite, ça il l'anticipe, et avec justesse d'ailleurs, mais il se dit, et ensuite, sur
comment je fais dans ce contexte-là pour être réélu président de la République. Et avec son équipe, notamment Pilan à l'époque. Il faut donner le calendrier quand même. 83, c'est la rigueur, l'État populaire. En 2 ans, ça se passe mal. Et puis après, en 88, il y a les élections qui vont arriver. Et donc 86, c'est législative qui va perdre. Et 88, il y a la présidentielle. Et comment tu peux aller à la présidentielle alors que tu ne pourras nécessairement pas refaire le coup du « je vais avoir un programme de gauche, on va faire un grand changement, etc. » Et ils ont eu cette idée, cette stratégie en tête qui était « on va d'une part ouvrir les vannes à fond de l'exposition dans les médias publics, donc l'audiovisuel public à l'époque. On va prendre le chef de file de l'extrême droite qui n'est accepté dans aucun média à l'époque, aucun. Et on va lui faire la tournée des médias pour une exposition médiatique publique maximale pour faire monter l'extrême droite. Exactement. Parce qu'à l'époque, il y avait le cordon sanitaire. À l'époque, il y avait un cordon sanitaire, y compris médiatique. Oui, les médias n'invitaient pas l'extrême droite parce que c'était impossible. Et on ne dialoguait pas avec l'extrême droite. Impossible. Non, mais c'est juste, ça n'existait pas. Voilà. Et là, il ne pesait rien surtout. Ça. Voilà. Et il pesait d'ailleurs, rien. Chirac, en 2002, avait refusé de débattre avec... Ça, c'est après. Donc là, à l'époque, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre vraiment les vannes de l'exposition médiatique de l'extrême droite pour la faire monter. En se disant, déjà, ça va affaiblir la droite parce que ça leur met des concurrents sur leur propre droite. Et en plus, moi, dans le même temps, je vais faire créer une association qui est en fait créée indirectement par le Parti socialiste, qui va s'appeler SOS Racisme. Et qui va servir uniquement à faire monter le thème de l'antiracisme et qui va être donc le grand adversaire, la grande organisation lanceuse d'alerte sur la montée de l'extrême droite que par ailleurs tu fais monter. Oui. Et derrière, tu fais quoi comme campagne? Tu fais campagne sur la France unie contre le racisme. Et le stratagème a réussi pour François Mitterrand, il a été réélu, mais entre-temps, du coup, l'extrême droite, elle est passée de 0,1 à 13 de mémoire à la présidentielle de 88. Donc, à court terme, c'était bien joué pour François Mitterrand, mais à moyen terme, c'était une catastrophe pour la France parce que ça a réinstallé l'extrême droite comme force politique qui existe. Et on s'est retrouvé avec avec cette schizophrénie politique en France, c'est que d'un côté, vous avez à peu près la moitié des Français qui encore aujourd'hui vous disent le Rassemblement national, qui était le FN à l'époque, est dangereux pour la démocratie, et de l'autre côté, on l'a pas interdit. Oui. Non, mais il y a un paradoxe. Et donc, moi, ma position, elle est extrêmement simple, et au moins, elle a le mérite de la cohérence, c'est que je pense effectivement, comme beaucoup d'autres personnes, que le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. On parle quand même d'un parti dont le trésorier fondateur était un ancien Waffen-SS. Exactement, et ça, je le dis tout le temps, il faut remettre les choses à leur place. Et vous avez son vice-président fondateur qui était à l'organisation armée secrète, l'OS, c'est-à-dire une organisation terroriste. Terroriste, tout à fait. Quand même. Et je crois que c'est le parti où, justement, il y a eu plus de condamnés au terrorisme et de... condamnés, mais qui étaient poursuivis, qui étaient poursuivis, en tout cas. Oui. Il y a eu un peu de tout. Hein. Il y a eu aussi leur président fondateur, qui est Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné plusieurs fois en justice. Alors, certes, il y a eu cette affaire sur ce qu'il a dit sur la Shoah, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi fait l'éloge de la Gestapo comme étant une force d'occupation. Ah oui, il a minimisé, je crois que... Il avait minimisé, exactement, il avait une maison de disques qui vendait les produits nazis, il n'a pas été à moitié. Il avait dit que la Shoah, c'était qu'un détail de l'histoire. Oui, et il y a un député du Rassemblement national à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, qui est en train de siéger, qui est l'ancien propriétaire d'une librairie négationniste. Et donc, oui, mais d'ailleurs, on l'a vu qu'il y avait eu une élue, alors je ne dis pas une bêtise, qu'il y avait une... Alors, ce n'est pas une élue, mais c'est une candidate de mémoire. C'est une candidate, voilà, exactement. Je voulais dire une candidate avec une casquette. C'était juste pas possible. Voilà, moi je dis très simplement, à partir du moment où on considère que l'extrême droite est dangereuse pour la démocratie, et je le pense, et je sais qu'on est très nombreux à le penser, puisqu'au dernier pointage, on est un Français sur deux qui dit le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. Ben moi je suis cohérent, si c'est dangereux pour la démocratie, il faut l'interdire. Oui. Et ça tombe bien, on a un article du Code de loi, on a un article dans la loi qui permet de le faire. Juste pour les gens qui nous regardent, c'est que l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure vous donne les motifs pour lesquels une association, et tous les partis politiques sont des associations, tous les motifs pour lesquels on peut interdire et fermer une association en France. Et dedans, il y a propager des idées qui encouragent à la haine envers une certaine catégorie de population en raison de les origines, les orientations, la religion, tout ce que vous voulez. Or, quand vous parlez... Alors, eux, ils ne parlent pas de grand remplacement, contrairement à Éric Zemmour, mais eux, ils parlent de submersion migratoire, ce qui veut dire très exactement la même chose. Ça veut dire que si tu es un Maghrébin, tu es un envahisseur. Ouais, t'es un envahisseur. Bon, ça, c'est clairement de l'incitation à la haine envers les Maghrébins d'origine, ou en les considérant comme étant des gens qui viennent te prendre ton pays.
Donc si on te le présente comme ça, c'est une incitation à la haine, très clairement. On en a eu besoin à une époque. Et donc c'est un motif suffisant, c'est une base légale suffisante pour interdire le rassemblement national. Et certes, il aurait fallu le faire il y a des années, c'est ce qu'on me dit souvent. Il aurait fallu le faire avant. Oui, mais après tout, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Virginie ? Bon, alors moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense qu'aujourd'hui, on paye l'ego, le racisme et le besoin de propriété des personnes qui dirigent le pays. Comme tous les pays d'ailleurs. Et par exemple, on paye la guerre en Ukraine, on paye les mauvaises décisions politiques, comme la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de dérives. Il faudrait en fait pour moi que tous les partis se soutiennent aujourd'hui. Ça, c'est... Malheureusement, je pense que c'est la seule solution, parce que sinon, en fait, au lieu de s'entendre... Il y en a une autre, c'est quoi ? La démocratie directe. Oui, mais déjà, si ils ne sont pas tolérants les uns envers les autres, comment ils veulent que les gens, la population, soient tolérants ? Mais un parti ne peut pas être tolérant avec son adversaire. Oui, il ne peut pas être tolérant avec son adversaire. J'ai été dans la politique et tu peux pas... Ils sont partisans de fait. C'est pas son boulot d'ailleurs. Trouver des solutions ensemble, des solutions à l'amiable qui arrangent tout le monde, et surtout que ce soit écrit noir sur blanc et qu'ils fassent ce qu'ils ont prévu avant d'être élus. Mais ça répond pas à l'extrême droite. Mais oui, là non. Enfin bref, peu importe. Par rapport à l'extrême droite, moi je pense qu'en fait il faut changer les schémas de pensée. Parce que, de l'extrême droite ? de tout le monde en fait, pour éviter les extrêmes en fait, pour éviter les extrêmes, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a une extrême gauche ? C'est parce qu'en fait, par exemple, M. Mélenchon, je pense qu'il a trop d'empathie, ce monsieur, il devient fou, parce qu'en fait, il voit, ça lui fait tellement mal ce qui se passe dans le monde, qu'au final, il pète un plomb. Non, je pense pas du tout. C'est ironique juste ce que tu dis ou c'est vrai ? Moi, personnellement, je pense. Et donc, l'extrême droite, il va falloir les contrôler un peu plus, parce que... Contrôler. C'est ce que disait la Papa Père, mais bon. Non, mais c'est ça, déjà, il faudrait qu'il y ait plus de transparence, je pense, en politique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Si on savait tout, on tomberait de haut, et c'est pour ça que les gens en ont marre. Et donc, ils se révoltent. Ils se révoltent. Et c'est pour ça qu'ils vont aux extrêmes, selon toi. Exactement. Alors, ils veulent faire bouger les choses. Il faut changer les choses. Il y a un terme que j'entends beaucoup, je ne sais pas si vous pouvez rebondir, c'est islamo-gauchiste quand on dit qu'on est gauche. Ridicule. Et j'en peux plus ce terme. Il faut savoir qu'à l'époque, donc dans les années 30-40, il y avait le mot judéo-gauchiste. Non, bolchevique. Oui, gauchiste. Oui, c'est la même construction. Donc c'est la même construction. C'est la même logique. Parce que et c'est un petit peu, voilà. Le problème, c'est qu'on utilise les mêmes méthodes. Voilà. Les Juifs des années... J'ai beaucoup étudié la période. Les Juifs des années 30, ils étaient à la fois qualifiés de judéo-bolcheviques, donc d'extrême gauche, et en même temps la finance internationale de Wall Street. Les Arabes aujourd'hui, c'est soit le Qatar, donc les bourgeois du Moyen-Orient, soit effectivement les gauchistes, les sombres imbéciles. Mais le problème de l'idée du... J'ai déjà eu à la télévision, mais bon, c'est pas écouté. Ça n'a aucun sens d'associer à la fois islamo, donc islamiste, et gauchisme. Pourquoi ? Parce que les islamistes, par définition, sur un échiquier politique, ils seraient plutôt à droite, c'est les conservateurs. Alors que les gauchistes, donc les gens de gauche, en réalité pas l'extrême gauche, ils sont à gauche. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de dire que Mélenchon, d'abord, il sait très bien ce qu'il fait, c'est pas un imbécile, c'est un type qui a fait 37 ans au Parti Socialiste, c'est bien la gauche. Non, mais des fois, quand on l'entend parler, on dirait un fou. Les non, gens il n'est pas, disent non, il n'est pas fou. Il est pas fou. Il est révolté. Non, il n'est pas révolté, c'est un politicien qui réfléchit. Il n'en peut plus. Non, il n'en peut pas plus. C'est des politiciens, c'est des animaux à sang-froid. Lorsqu'il a une stratégie politique, il les met en place. Au début de ses premières interventions, il était anti-musulmans radicaux. Il a fini par se rapprocher des gens comme des islams, entre guillemets, politiques et frères musulmans, en faisant une manifestation avec le CCIF qu'il refusait 10 ans avant. Donc il ne faut pas se tromper. C'est un stratège politique et en même temps, l'environnement est devenu tellement malsain que même lui s'est senti obligé d'intervenir parce que ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est un simple et vulgaire racisme. Et d'ailleurs, je veux pour preuve qu'on n'en parle plus, l'islamophobie. Maintenant, c'est les Algériens qui prennent. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, les Algériens sur les médias français, ils en prennent beaucoup. Et il n'y a pas d'islam. L'Algérie n'est pas on parle beaucoup d'Algérie. Donc ce qu'il faut comprendre un truc, c'est que moi, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu un débat à la France 2 à l'époque et j'ai eu en face de moi Roland Dumas qui a eu l'honnêteté de dire, et j'apprécie ça, il avait eu l'honnêteté de dire que j'ai rejoint, j'ai failli dire Le Pen, j'ai rejoint Mitterrand parce qu'il était du même bord politique que moi. Et je lui ai demandé pourquoi vous avez rejoint un type qui était l'extrême droite à l'origine, parce qu'on connaît son passif avec la Francisque et autres. Et il a dit, mais malheureusement, il n'y avait que lui pour nous réunir. Donc il a pris un leader qui a fait le travail, qui était un grand stratège, très bien conseillé par Attali. Il a pris cet homme et il a dit, on a fait monter, et il a dit clairement, on a fait monter le Front National pour garantir notre victoire en 88, effectivement, parce que Mitterrand était détesté.
faut se rappeler, les années 80, c'était violent. Les gens oublient à quel point il était haï par la majorité du pays. Par la majorité, par les gens qui ont voté pour lui, surtout. Oui, même des gens de gauche le détestaient. Et, voilà. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de ces concepts fumeux d'islamo-gauchisme, c'est une façon de disqualifier la gauche. L'extrême gauche, elle existe en France. C'est le NPA, c'est ça l'extrême gauche. C'est le NPA, c'est anticapitaliste, ce que ne dit pas Mélenchon et la LFI. Par contre, la LFI... Le programme de la LFI est en réalité social-démocrate. Tout à fait. Et quand on voit que Piketty, par exemple, sauf l'Assemblée, sauf la 6ème République, qui elle est un changement d'institution. Oui, tout à fait, d'accord. Ça, c'est voilà. Mais conseillé par Piketty, conseillé par des économistes qui tiennent la route, aujourd'hui l'extrême gauche est montée, enfin la gauche plutôt est montée en qualité. Sauf quand on dit extrême contre extrême, c'est pour ne pas voter pour eux. C'est une façon de disqualifier les deux camps. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que ces dérives sémantiques sont portées par les médias. Avant, les médias étaient quand même, il n'y avait pas de médias privés. C'était quand même des médias qui avaient quand même une position politique relativement neutre. Et puis on a besoin aussi relatif, je ne parle pas de l'annulation. Non, dès les années 80, on avait le service audiovisuel. Oui, là, pour les plus jeunes, ne sauront même pas de quoi on parle, mais là, on se souvient. On prend de la barbe. Voilà, non mais nous, voilà, on a des cheveux blancs en partie, donc on se souvient de l'époque. Pour les plus jeunes, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on a connu une époque où déjà il n'y avait pas Internet. Nous, on n'avait que le Minitel, on s'en servait peu. Et il y avait que le téléphone fixe, le téléphone portable n'existait pas. Je vous parle des années 80, donc. Et à la télé, il y avait quoi, 6 chaînes de mémoire? 5-6 chaînes. Moi, j'ai connu les 6 chaînes. Voilà, et juste, en termes d'audience, ce qui écrasait tout le reste, c'est qu'on avait d'une part un service audiovisuel public où il y avait une chaîne de gauche qui était la 2 et une chaîne de gauche péchue qui était la 3. Le soir 3, dès qu'il y avait une grève, il le couvrait. Voilà. Et puis il y avait TF1 qui était quand même une chaîne de droite. Donc on avait quand même quand elle était privatisée après. Ouais. Donc c'était pas, comment dire, on peut pas dire que le paysage télé ou même radio, d'ailleurs la radio c'était pareil. La radio s'est orientée, c'est vrai. La radio était orientée dès le départ. Hein. Oui, mais je veux dire, France Inter était une radio clairement socialiste à une époque, et à côté il y avait France Culture qui était une radio marxiste, on peut le dire. Et forcément, quand je vous le dis maintenant, ça a l'air incroyable par rapport à l'évolution de l'ensemble du paysage audiovisuel qui est beaucoup plus vaste et où les lignes éditoriales historiques ont beaucoup bougé. France 3, si je vous dis que France 3 a été une chaîne télé globalement marxiste, ça a l'air d'être complètement dingue quand je vous dis ça aujourd'hui. C'est la chaîne des JT régionaux. Quoi. Tout à fait. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai pas ta connaissance Thomas en politique, je suis la vérité, je n'ai pas non plus la tienne aussi. Moi, là t'es avec deux gros monsieur là. Je me sens, oui, c'est incroyable. Moi en fait j'en ai parlé surtout de la conséquence de l'entrée de l'extrémisme en fait sur un jeune comme moi de 25 ans qui est pas forcément à droite, à gauche. Et en fait aujourd'hui, parce que là on parlait des médias, et moi ce que je reproche un peu aux médias ou aux radios ou même aux réseaux sociaux, c'est de mettre en avant que les extrêmes ou que les partis radicaux comme LFI ou RN. Et moi je suis un peu en mode mais en fait on fait quoi des nuances? Et du coup, mais si il y en a, mais déjà laissez-le le dire parce que de quoi? Vas-y Thomas, dis-moi. D'accord. Et en fait ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui oui, c'est tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Mais ça, je suis d'accord. C'est exactement ça. Et du coup, c'est-à-dire que moi, et d'ailleurs, on voit que l'abstention aussi augmente. Pourquoi chez les jeunes? Parce que finalement, on se dit qu'il n'y a qu'un choix binaire, soit l'extrême gauche, soit la gauche extrême, soit la gauche radicale LFI. Et finalement, on oublie ce qu'il y a entre les deux. Et donc moi, aujourd'hui, quand on me demande, mais du coup, en fait, on me dit, est-ce que tu es d'extrême droite ou d'extrême gauche? Je fais, mais en fait, ni l'un ni l'autre. Pourquoi en fait, on ne prend pas en considération les gens comme ça? Et même là, tout à l'heure, vous parlez de politique et des extrêmes. Et bien forcément. Un autre extrémisme aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui. Oui, ça va, l'extrême centre. Tout à fait, l'extrême centre. D'accord. Il faut tout privatiser. Tout à fait. Tu dois t'en sortir que par toi-même, etc. C'est une autre forme d'extrémisme. Macron, du coup, tu n'as aucune modération disponible. Oui, parce que. Pourquoi? Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi je me dis. Tu vois, par exemple, moi j'aurais un discours où parfois je vais rejoindre la droite, parfois je vais rejoindre la gauche. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte aussi aujourd'hui, si on parle de LFI, si on parle de gauche radicale, c'est qu'on va aussi instrumentaliser des faits de société aujourd'hui pour encore mieux diviser. Si on prend le conflit israélo-palestinien, si on prend Naël, etc. Finalement, ça va créer des tensions dans les médias, sur les réseaux et même dans les foyers. Et moi, je suis un petit peu en mode, mais venez, on essaye également de dire qu'il y a de la nuance et qu'on peut peut-être trouver ensemble des solutions. Alors moi, je suis pas aussi naïve que toi, Virginie. Je pense que c'est un peu impossible. En fait, je crois un peu. Mais il faut des gens naïfs aussi, Virginie. Il faut être positif. Et en fait, tout le monde est négatif, tout le monde se victimise. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, il faudrait un parti sans étiquette. C'est pas ça, mais. Parce que comme ça, au moins, on prend toutes les bonnes idées de chacun. On prend les bonnes idées de chacun et on fait un bon une soupe. Il y a un type.
chérie. Eh ben Virginie. oui, c'est ce que j'aimerais. Tu vois, j'aimerais. Il y a un type qui a tenté ça. J'en ai marre de ce monde. Il y a un type qui a tenté ça pendant 2 ans et qui s'appelait Emmanuel Macron, vous le connaissez peut-être. Et ce qui est particulier, c'est que Non, mais lui, il ment. l'extrême centre dont a parlé Thomas est intéressant parce que c'était Un peu de respect pour notre développé la président, théorie par un historien, Jean Serrat, qui a expliqué effectivement que c'est l'extrême centre qui place l'extrême droite au pouvoir. Et on l'a vu dans les années 30, pareil, chez les Allemands, c'est pareil. C'est-à-dire que cet extrême centre, c'est Macron qui l'incarne. Il a voulu puiser dans toutes les forces politiques pour désincarner les partis, donc il a détruit les partis traditionnels politiques, gauche-droite, et aujourd'hui il a fait monter l'extrême droite parce qu'il a besoin de ça, comme Mitterrand dans les années 80, Exactement. pour pouvoir passer à nouveau, ou Exactement. passer ses idées. Le problème, c'est de te dire que les jeunes, on ne peut pas dire que les jeunes votent moins aujourd'hui. Ça fait à peu près depuis 89 que les jeunes ne votent plus parce qu'il n'y a plus l'espoir qui est chuté à l'Est, il n'y a plus l'idée de se dire il y a une possibilité d'alternance. Et puis quand ils Aujourd'hui, votent, on tout est les noyé. écoute pas. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai, puis la politique c'est loin. C'est vrai. Quand on vote non, c'est pas pris en Tu vois, compte. justement, si Alors, vous ne votez pas déjà depuis des années, comme tu dis, pourquoi ne pas trouver une solution dans la communication des partis pour les convaincre de voter? Et c'est pas en fait en mettant toujours en avant dans les médias, mais moi le premier sur mes réseaux, oui, je vais recevoir des gens de l'extrême parce que c'est important et que ça, c'est animé, etc. Mais finalement, on n'offre pas d'autres options aux jeunes. Thomas va devoir nous laisser. Je suis absolument désolé, mais oui. Thomas, par contre, j'aimerais vraiment que tu reviennes. Ouais, avec plaisir. Vraiment, Avec vraiment, plaisir. vraiment. Oui, on va s'organiser. Vraiment, Avec plaisir. c'était un plaisir en tout cas. Vraiment, vraiment. Et Merci beaucoup. merci en tout cas. À la C'est prochaine. gentil. Au revoir. Merci Thomas. Au revoir Thomas. Et bravo. Merci. Ciao. Bravo et force Merci. et courage. Ciao. Donc du coup, oui. Excuse-moi. Non mais t'inquiète, j'avais fini ma phrase. Donc, Gamal, on Non, va c'est vraiment pour conclure. expliquer justement sur la question de la jeunesse. Moi-même, quand j'étais jeune, on entendait toujours qu'on ne votait pas parce qu'effectivement, on ne se sentait pas représenté par les partis, parce qu'il y a une rupture, il n'y a pas de continuum historique, parce qu'on n'oblige pas les gens à voter. Je pense que l'obligation de vote, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je suis d'accord. Parce que même si on n'aime pas les partis, on vote, il y a une action politique et ça permet de nuancer un peu tout ça. Et c'est vrai que là, la jeunesse, elle se repère encore moins dans le vote parce que non, le dernier vote qui a eu lieu, on n'a même pas tenu compte de cette mobilisation extraordinaire des jeunes qui a été niée. Je veux dire, Macron a perdu, l'opposition, même si elle est minoritaire, elle reste la majorité relative, a gagné, on ne lui a pas donné les commandes. Donc là, les jeunes, ils n'ont pas envie d'y aller, c'est logique. C'est ça, exactement. Mais ouais, non, juste pour finir, je vais dire quelque chose de tout à l'heure. En fait, donc je pense que déjà, il faut qu'on contrôle mieux l'immigration aussi. Parce que malheureusement, on laisse des gens dans la rue et ça, tout le monde s'en fout. Et non, mais c'est vrai. Non, parce que le démarrage, il est chaud. Quoi. C'est ça. Je me dis, Moi non, aussi, je me suis dit. Jean-Marie, t'arrives blonde comme Marine. Attention à ce qu'il dit là. Et selon toi, on les mettrait où alors les personnes issues d'immigration? Eh ben, on les met dans des lieux chauds au moins. On les laisse pas dans la Dans rue les camps, en fait. quoi. Non, Parce j'ai que par contre, pour faire Oh mon Dieu, Gamal, mais C'est une petite balle, c'est pour le plaisir. Non, puis surtout, en fait, le problème, c'est que tout le monde renie ses origines. Oui. Parce qu'on est tous issus de l'immigration au final, puisque le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, à la base, on vient tous de l'Afrique et les gens renient leur identité. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Et ça devient des Tu peux pas racistes. ouvrir la porte à tout le monde, hein, Virginie. Mais Ça devient vraiment intéressant. Là, on serve, là. On est en train de servir, là. Non, mais moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Mais tu n'es pas Macron, En tu fait, n'es pas. tu vois, chez toi et si tu donnes de l'amour, même au plus grand des tueurs, t'en feras un chiot. Tu vois. Et en fait, c'est pas les sûr, gens hein. se C'est pas sûr du révoltent. Non, mais les gens se révoltent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde, en fait. Oui, d'accord, mais filtrer l'immigration, c'est pas injuste. C'est juste. Ah oui, pourquoi c'est pas injuste? Et tu peux pas accueillir toute la misère du monde, Virginie, en France. Si. Eh ben moi, je vais les accueillir. Ou alors développer les pays sous-développés. c'est Aider plus les intéressant, pays sous-développés à se développer. Ça, pourquoi pas? Voilà, Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est pas des transférer solutions. la misère de l'un chez l'autre. Mais non, je pense mais que c'est il pas faut la misère trouver qu'on des transfère. solutions, c'est La ça plupart que des je gens veux dire. qui migrent ne Ils migrent s'en pas par foutent. confort Ils s'en foutent. économique, pour avoir du confort. Ah oui, c'est pas peur, c'est pas Non, non, c'est la guerre, tout simplement. Je veux Oui, dire, bah, oui, c'est la là-dedans, c'est juste Oui, parce que fuir, les conditions oui. de survie, on parle pas de vie, hein, de survie. Après, on sont avait pas les réunies. chiffres, on a vu que les premières, c'était déjà les études, hein, les Soudanais, les étrangers. Afghans, les Irakiens, les Oui. Syriens. enfin, Mais les c'était guerres. en deuxième, je crois que la première cause de demande de visa, c'était les études. Hein, Puis pour au-delà de ça, les les jeunes. premiers foyers de migration ne sont pas du tout en Europe, contrairement à l'idée reçue. Oui, oui, bien Ce sont tout à les fait, pays on du est Sud qui même- reçoivent des migrés en masse. Bah oui, Donc c'est ça. le Sud qui est pauvre, qui reçoit des pauvres, c'est pas une question économique. Hein. Et en plus, on avait fait, je crois qu'il y avait un calcul qui avait été fait justement, pour un peu contredire le grand remplacement, qui est un réel fantasme. Hein. Bien sûr. C'est qu'on calculait, et je pense qu'en France, la France, dans les pays d'Europe, on est ceux qui accueillent le moins en fait. Non, parce que le problème, c'est pas l'accueil. Le problème de la France, c'est qu'ils voient le grand remplacement à l'aune de ces Français nés en France, 2-3 générations qui font Ah beaucoup oui, alors d'enfants. que c'est Et comme donc si- la couleur est perçue comme un remplacement. Alors qu'en réalité, c'est une question ethnique. Ils considèrent que ce ne sont pas des Français. C'est vrai. Donc du coup, je ne suis pas considérée comme française. Tout à fait. Alors que Ils ont moins ma de mère chance, est française. Ils me Mais semblent tout le monde. donc je ne suis pas considérée. Les Algériens sont arrivés en France en 1900-1920. Depuis 60, il y a plus de 200 000 Algériens.
70, c'est monté à 4. Et l'Algérie était française aussi, c'est bien de le rappeler, parce que du coup, forcément, ça fait des Algériens des Français. Voilà. Donc ils ont un statut particulier sur le plan juridique, mais dans tous les cas de figure, ça fait 6 générations qu'on est présent en France, on est toujours perçu comme étant des corps étrangers. Mais non, c'est hallucinant en fait. Juste, je vais te poser une question, Aaron. On dit beaucoup que LFI... Alors, moi, j'aimerais bien, parce que j'en ai parlé avec une amie qu'on connaît en commun. Je dirais que c'est en off. Dis-moi. Alors, LFI, est-ce qu'ils ont des propos... Est-ce que des personnes politiques d'LFI ont eu des propos antisémites? Parce que moi, alors vraiment, j'ai jamais entendu. Il y a des personnes d'LFI que j'apprécie moi, bien sûr, et d'autres que je trouve pas mal. Ça, c'est mon point de vue à moi personnel, bien sûr. Mais j'ai jamais vraiment entendu de propos antisémites. Moi, je comprends. Alors. Tu peux dire parce que je suis juif. Oui, exactement. Okay. C'est pour ça. Il manque qui parle. Il m'a pas convaincu. Attention. Non, parce que des fois, tu sais, quand on est concerné, on peut passer à côté de choses. Non, mais bien sûr. En fait, c'est intéressant que tu me poses la question parce que, et là, et moi, encore une fois, je ne vais pas défendre forcément la communauté juive quand elle dit LFI et antisémite. Non, c'est pas la France insoumise qui l'est, c'est effectivement certains députés, type Rima Hassan, qui peut faire des tweets. Par exemple, elle avait écrit l'année dernière, elle avait dit Youpin, justement, en parlant d'un juif. Elle a dit ça? Ouais, elle a dit ça, je vois sur le tweet. Tu vois, là, quand aussi on voit Rima Hassan fréquenter certaines personnes, tu vois, et quand aussi Rima Hassan ne veut pas condamner ce qui s'est passé le 7 octobre, bah forcément, pour certains, c'est affilié à une forme d'antisémitisme. Et puis aussi, typiquement, quand on... Je prends encore Rima Hassan, pour moi, c'est vraiment le plus gros exemple, tu vois, et c'est pas tout le parti sur ça. Quand on lui pose des questions en conférence, par exemple, et qu'on parle de l'armée israélienne, elle ne veut pas répondre parce que justement, là, on parle de l'armée israélienne qui est juive. Donc, typiquement, ça, c'est de l'antisémitisme. C'est pas forcément sale juif, mais en fait, le fait de ne pas vouloir répondre parce qu'on parle d'une communauté, c'est de l'antisémitisme. Et donc, en fait, si tu veux, il y a plein de petits comportements comme ça qui vont en fait créer vraiment un truc... Oui, qui vont toucher. Exactement. Et là, on va commencer à décrypter tout ce que chaque membre LFI va dire. Et certains, c'est vrai, vont surinterpréter aussi en se disant « Ah, c'est forcément antisémite ». Sauf que non, ça reste pour moi voilà, des faits qu'on met juste plus en avant que d'autres, mais c'est pas toute la France insoumise. Voilà. Et sachant aussi, juste pour terminer, Ilham, excuse-moi, mais sachant qu'effectivement, cet avis sur la France insoumise, c'est parce qu'ils ont, selon nous, et selon moi, d'ailleurs moi je vais vous le dire, instrumentalisé effectivement le conflit israélo-palestinien et le fait de refuser de dire que le Hamas est un parti terroriste et de ne pas forcément se prendre en compte qu'il y a des otages qui sont détenus en Israël, et ben on se dit finalement ils s'en foutent de la cause israélienne, ils s'en fichent de la cause également juive, donc ils sont antisémites. Et on redonne le 7 octobre et alors là, tous comme on est. Bon, je connais Rima Hassan, donc j'aimerais voir ce tweet Youpin, ça m'intéresse. Non, l'antisémitisme de gauche n'existe pas, c'est réglé. C'est-à-dire que ça n'existe pas parce que la gauche a été fondée par des juifs. Arrêtez de parler de l'histoire, parlez du présent. Non, mais je parle, même au présent, Jean-Luc Mélenchon est un marane. Donc un marane, c'est un juif qui s'échappe d'Espagne. Ils n'ont pas compris. Donc de dire un antisémitisme de gauche, ça n'a pas de sens parce que c'est exactement le contraire de ce que peut être la gauche. La gauche est anti-religieuse, au sens large du terme, je veux dire. La gauche a lutté contre les inégalités, c'est ça la tradition de la gauche. Et la gauche n'a aucun intérêt à faire la promotion du racisme parce qu'elle n'est pas raciste. Alors, il y a des réflexes qui peuvent arriver, mais ce n'est pas le but. L'antisémitisme est un concept qui vient des catholiques qui disent que le peuple déicide, donc le peuple juif, doit payer parce que Judas a vendu Jésus. C'est ça l'idée. Et donc cette idée a traversé les siècles et dans le christianisme, on l'entend, ils disent les enfants doivent payer pour les parents. Donc, on est en plein dedans. Donc ça, c'est un antisémitisme religieux qui est après devenu ethnique avec les nazis. Et on a compris qu'effectivement, cet antisémitisme crasse a un fondement religieux. D'accord. La gauche étant religieuse, je ne crois pas trop. Par contre, bon, je n'ai pas vu le tweet de Rima Hassan, mais je la connais. Elle est de gauche, indiscutablement. Elle n'est même pas islamiste, tout ça, c'est du baratin. Ce qui est sûr, c'est que de confondre israélien et juif est une énorme erreur. Moi, quand je parle d'un Israélien, je parle d'un Européen qui vient en Palestine, qui pour certains ont fui effectivement les pogroms et les massacres des Juifs, mais s'inscrit dans une logique qui n'est pas juive. C'est une logique qui est occidentale. Pourquoi ? Parce que le concept de l'Israélien, donc de l'État juif, du foyer national juif, qui est voulu par Balfour, antisémite, il faut le rappeler, Lord Balfour, qui est voulu par les Européens qui veulent se débarrasser de leurs juifs, pour eux, c'est un carton. On se débarrasse des Juifs et en plus on contre unitaire dans la région parce qu'on va alimenter en armes. C'est ce qui s'est passé. On voit très bien que c'est l'Amérique qui fait la guerre et qu'Israël n'a pas les moyens de faire une guerre sans l'Amérique. Donc aujourd'hui, quand on sait que 100 millions d'Américains, chrétiens, protestants, catholiques, sont sionistes, et je parle du concept politique, je ne parle pas d'ethnie. Oui, bien sûr. Ces 100 millions sont sionistes, chrétiens, protestants, on ne peut pas parler d'ethnie et encore moins de religion et de judaïté. Que 6% des sionistes dans le monde sont juifs. 6%. Donc c'est une infime minorité. Certes, ils sont très visibles en Palestine et en Israël, mais ils sont
minoritaire. Mais c'est bien, Gamal, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, quand je parle avec les gens, j'arrête pas de dire arrêtez de ramener ce conflit aux religions. Par exemple, on va au Maroc, il y a toujours une très bonne entente entre la communauté juive et musulmane. Ils sont marocains avant tout. Donc oui, voilà. Donc moi, ça m'agace à chaque fois de dire, c'est un conflit qui se passe en Palestine et en Israël, c'est quelque chose qui se passe là-bas. Et pour moi, là-bas, ça n'a rien à voir avec les religions, parce que l'arabe, le musulman n'a jamais été mené à détester le juif, et ça n'a jamais été comme ça. On n'a jamais été. Mais c'est pas notre culture, mais je vais dire simplement, c'est que d'abord l'antisémitisme, donc le concept que j'ai expliqué, c'est vraiment la volonté d'extermination d'un peuple, de les massacrer, de les ostraciser. C'est ça. Ça, dans le monde arabo-musulman, ça n'existe pas simplement parce que d'abord, comme je disais une fois, nos prophètes encensés sont juifs. Donc ce serait un peu schizophrénique de détester les juifs, sachant qu'on est en admiration dans le Coran. Je parle des prophètes. Ensuite, l'autre aspect important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que j'ai combattu, moi, contrairement à certains rigolos qui me traitent et m'insultent d'antisémite, ça me fait rigoler, c'est les meilleures des blagues, j'ai combattu le plus grand antisémite de France, qui est Alain Soral. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai senti la montée de cette crapule qui a poussé, en utilisant la cause palestinienne, à la haine du juif. Lui, il satisfait sa haine juive traditionnelle, qu'on connaît, ce fameux antisémitisme traditionnel occidental français. Il a alimenté ça en disant, écoutez les Arabes de France, les virils, comme ils les appelaient les virils, ils jouaient beaucoup la carte du virilisme, parce qu'ils savaient qu'ils tapaient sur les complexés. Les Juifs sont vos ennemis parce qu'ils massacrent en Palestine. Les Juifs sont vos ennemis parce qu'ils ont la finance. Les Juifs sont vos ennemis parce qu'ils ont les médias. Ce genre de vieux cliché qui est très antisémite. Et eux, en se disant, ce gars-là, il défend la Palestine, donc il est avec nous, ils sont tombés dans le panneau. Je suis nos propos. Moi, j'ai été attaqué pendant 3-4 ans par toute l'équipe de rigolos qui suivaient Soral, parce qu'ils étaient persuadés qu'il était avec nous. Et j'ai dit, c'est notre ennemi. Si vous suivez cette crapule, ça va être la catastrophe. Et quand j'ai fait ce geste-là, donc j'ai eu droit à vraiment des menaces à n'en plus finir, et bien j'ai conscientisé la communauté arabo-musulmane en disant, écoutez, j'ai combattu Le Pen à la télévision, vous m'avez vu. Je suis quelqu'un de cohérent. Ce Soral vous vend le nationalisme français en mettant en équivalence avec le nationalisme d'émancipation des pays du Sud. Ça n'a rien à voir. Le nationalisme français est exclusif et raciste et ne veut pas de vous. Donc ne mélangez pas tout, et surtout, vous ne pouvez pas taper, et là j'étais clair, sur vos frères juifs. Il faut arrêter de tout mélanger. Exactement. Les Juifs, quand on a vécu avec eux dans nos pays, on était en bonne entente. Moi, Maïmounide, c'était un personnage aussi énorme que l'étaient les grands penseurs musulmans. On ne fait pas de différence. Quand même, on n'a pas compris. Attends, s'il te plaît, juste... non, mais juste, en fait, deux choses. La première, quand tu dis... Enfin, ça fait penser, tu vois, mais il y a Mélenchon aussi qui avait sorti une phrase comme ça, en fait, qui est complètement antisémite, où il avait dit un truc du style, de toute façon, c'est eux qui contrôlent les banques. Enfin, c'est en gros, pour désigner la communauté juive, il avait effectivement réduit cette communauté-là à un contrôle qu'il pourrait avoir sur les banques, enfin bref, ou le pays. Donc ça, c'est antisémite. Deuxième chose, pourquoi aussi les gens... pourquoi certaines personnes comme moi, tu vois, ou ma famille peuvent se dire que le parti est antisémite à LFI, parce que certains militants du parti le sont. Et moi, je suis quand même convaincu également que l'image d'un parti dépend de ses militants. Et quand tu vois typiquement à Sciences Po qu'il y a des militants à LFI qui se sont mis du colorant rouge en étant comme ça, qui fait en fait écho à quoi? À ce qui s'est passé en 2001, où justement ils ont arrêté 2 soldats israéliens qu'ils ont tués, de façon horrible. Et pour dire que ces 2 soldats israéliens étaient morts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur sang sur leurs mains. Je te donne le vrai sens, c'est pas ça le sens. Si, c'est ça le sens, mais bon, bref. Et, si tu veux. Et en fait, du coup, ils sont sortis par la fenêtre et ils ont mis les 2 mains en l'air pour dire c'est bon, on a tué les soldats israéliens. Et c'est ce qui, du coup, ce message-là, ils l'ont refait à Sciences Po, où des militants LFI se sont également, donc, encore une fois, coloré la main en rouge, en levant comme ça en manifestation, ce qui est encore une fois aussi un acte antisémite. Mais ça, c'est pas le sens qui était donné à ces militants. Je sais quel est le sens qui est donné parce que j'ai un copain qui est artiste. Ils ont quand même... Oui, mais renseignez-vous un petit peu avant de vous colorer les mains en rouge. Les étudiants de Sciences Po, est-ce qu'ils sont forcément militants LFI? Non, ils sont militants. La plupart sont militants LFI souvent. C'est pas le problème. Ce qui se passe, enfin, à gauche en général. Les mains. Moi, j'ai un copain qui a fait une œuvre où il y a des milliers de mains rouges qui ont été posées sur un drapeau. Ça symbolise le meurtre des Palestiniens parce qu'on se souvient que, par exemple, à l'époque, Sharon avait dit, pas Sharon. À l'époque, c'était en plus Rabin, donc soi-disant la Colombe, avait dit casser les os des Palestiniens avec des pierres, et ça a été fait. Donc c'est des images comme ça qui reviennent. Mais le problème, c'est que mélanger les genres, c'est se tromper. C'est un peu comme de dire, moi, j'ai aucune sympathie pour Dieudonné, pour être très clair, mais sa fameuse quenelle n'est pas du tout un salut hitlérien inversé. C'est une mauvaise blague de sa part en parlant des dauphins qui faisaient ça. Donc ça veut dire que même s'il côtoie des antisémites, on est d'accord, ce procès-là ne peut pas lui être fait parce que c'est faux. Et pourtant, j'ai pas de sympathie pour lui. Je trouve qu'il a un peu surfé avec une vague crade. Mais je veux dire simplement par rapport à ça. Quand on dit si on mélange juifs et sionistes, on n'a rien compris au débat. Que des juifs aient instrumentalisé le sionisme, oui. Et que les sionistes soient instrumentalisés par les juifs, oui, ça arrive. Mais ce n'est pas eux qui sont les maîtres à penser. Je veux dire, quand Biden arrive, il dit « je suis sioniste ». On ne peut pas dire qu'il est autre chose qu'un protestant. Donc faites attention à ça. Moi, ce qui me pose problème de dire, si on attaque un juif parce qu'il est juif, il faut
se révolter, il faut s'y opposer. Oui, si on attaque un musulman parce qu'il... Voilà, si on attaque quelqu'un parce qu'il est ce qu'il est, c'est intolérable. Mais si on attaque par contre un Netanyahou qui est un criminel et qui en plus est un fan de Mussolini et de Hitler, alors on se pose des questions sur le personnage. Là, il y a un problème. Maintenant, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on n'interroge pas, c'est quoi? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on interroge la gauche sur un antisémitisme qui serait supposé. Ok, très bien. Pas la gauche, LFI. Oui, c'est la gauche. C'est pas que ça la gauche. Non, c'est la gauche d'aujourd'hui consacrée. Heureusement que c'est pas que ça la gauche. Bah oui, voilà, il y a plusieurs gauches, mais LFI, très bien. C'est bien LFI qui est pointé du doigt. Si on n'interroge pas l'extrême droite, qui est antisémite et violemment antisémite et revendiquée, combien de procès, combien de condamnations? Moi, je trouve extraordinaire de faire un miroir entre des gens dont on soupçonne la possibilité, alors que ce n'est pas avéré, et de l'autre côté, les mecs qui s'en vantent, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça, en termes de fracture politique. Quand quelqu'un a une posture antisémite, d'où qu'il vienne, il doit être combattu comme, d'ailleurs, toute forme de racisme. Mais par contre, on ne peut pas mélanger la question palestinienne avec la question raciale, parce qu'en Palestine, et là je suis catégorique, quand je parle aux Palestiniens, parce que j'ai la chance de parler un petit peu avec eux, j'entends qu'une chose, quand ils parlent de Hood, ils parlent de juifs parce qu'on leur envoie l'image du juif, parce qu'on a dit l'État juif, ce qui est une faute. Mais par contre, ils se fichent complètement de l'idée d'exterminer le peuple juif, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent juste pouvoir vivre sur leur terre. C'est ce qu'ils demandent, ni plus ni moins, qu'on leur laisse leur terre et la vie. Et là, aujourd'hui, quand on voit que le Liban est rasé, quand on voit que la Syrie est bombardée avec... oui, c'est Netanyahou le problème, c'est pas forcément... C'est un homme politique. Merci. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'à Sciences Po, ils étudient un peu l'anthropologie, l'ethnologie, ça leur ferait du bien, et qu'ils lisent les 4 accords Toltec aussi. Voilà. Les 4 accords Toltec. Eh bien, on va conclure sur ça, Virginie, c'est très bien. Eh bien, tout de suite, on va passer à LOL ou pas LOL. Et un sujet que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est Aaron qui m'a inspiré. Ah, cool. Les maisons closes en Europe. Donc, du coup, légaliser la prostitution ou non. Aaron, tu as fait un super une immersion. Un reportage immersif. Voilà, exactement. Au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne. Ouais. Donc du coup, tu vas nous en parler un petit peu. Ouais, j'ai bien aimé, franchement. C'est gentil, non mais en effet, pendant 3 jours, dont une nuit, j'ai été filmer le Bois de Boulogne. J'ai été effectivement échanger avec certaines prostituées dans le cadre en fait d'un reportage qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Et en fait, le but c'était vraiment, j'ai pas envie de dire de montrer une vérité cachée parce qu'aujourd'hui. En fait, c'est un sujet qui est quand même assez vu et revu et refait, mais une vérité... Mais ça reste tabou. Exactement. Et c'est pour ça que je dis une vérité presque cachée. Cachée, voilà. Tout à fait. Et en fait, l'intérêt, c'était vraiment de montrer aujourd'hui que les prostituées au Bois de Boulogne, elles sont dans des conditions forcément très précaires, et surtout qu'elles ne sont pas livrées à eux-mêmes et qu'elles dépendent finalement de grands réseaux parfois. Oui, s'il y a des Macs derrière. Exactement. Oui. Elles sont forcément aussi étrangères pour la plupart. Elles viennent soit de l'Espagne, soit du Pérou, soit du Venezuela. Et moi, je vais dire la vérité, j'ai passé 3 jours là-bas, dont une nuit, et en fait, j'ai rencontré aucune Française. Voilà. Et c'est normal. Les Françaises, elles sont sur les plateformes. Complètement. Voilà, oui. Ça tu as raison, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas les considérer. Tu vois, bien sûr. prostituées étrangères. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de le dire. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai que d'ailleurs justement, on a vu récemment en Belgique, depuis le 1er décembre, aujourd'hui, les travailleuses du sexe, comme on dit aujourd'hui, ont le droit d'un contrat de travail, donc à la sécurité sociale, au congé payé, au chômage, ce qui permet en effet d'encadrer et de réduire la précarité. Et surtout, du coup, des services médicaux. Donc, exactement. Le contrôle, justement, médecin du travail. Et exactement, pour prévenir les IST, des MS, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme en France, c'est pas encadré comme ça, pas du tout, c'est pas légalisé, et ben on retrouve des... Alors, on va revenir après si tu veux, mais on retrouve... La prostitution est légale. Alors, la prostitution, oui, mais le client est... Voilà, c'est ça, exactement. Le client est condamnable, il peut effectivement écoper jusqu'à 15 000 € d'amende, 1 500 € d'amende, excusez-moi, et en cas de récidive, 3 750 € pour être précis, mais comme le client est condamnable, forcément ça limite l'activité de facto. Bah, et donc c'est vrai que... Comment elles font et donc forcément, c'est quoi les conséquences? C'est qu'on retrouve des femmes ou des travestis ou des transgenres au Bois de Boulogne qui sont dans des conditions ultra dangereuses, qui se font poignarder, je vous le dis, j'en ai vu, j'en ai rencontré qui m'ont raconté, qui se font violer, qui se font brûler leur camion. Donc ouvrez les maisons closes. Il y a 2 poids, donc pour la légalisation et pour les maisons closes. Exactement. Il y a 2 poids, 2 mesures parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là qui choisissent la prostitution, malheureusement, on ne choisit pas la prostitution. C'est qu'elles sont soit pauvres, soit droguées, soit qu'elles ont des déviances sexuelles à assouvir, soit qu'elles n'ont pas de papier. Là, t'es dans des clichés. Là, je ne peux pas laisser dire ça, je suis désolée. Je dis pas toutes. Je dis pas toutes. Je dis des déviances sexuelles ou qu'elles soient droguées. C'est leur choix parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Et je pense que c'est pas un choix, elles sont contraintes. Mais oui, c'est un choix de vie parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais pas du tout. Moi, je pense pas qu'on choisit la prostitution par choix ou pas. Pas au Bois de Boulogne. Non, sur OnlyFans, Émilie, si tu veux. Voilà, si tu veux, sur les plateformes. Mais il y en a qui le choisissent par eux-mêmes. Oui, mais là, c'est une autre forme de prostitution.
prostitution. On est d'accord, mais c'est pas parce que t'es immigré ou que tu vas forcément aller là-dedans. Si elles vont là-dedans, c'est parce qu'elles n'ont pas les papiers. Non, il y a du chantage, il y a beaucoup de chantage. Déjà, alors s'il y avait l'ouverture de maisons closes, ça permettrait justement peut-être des fiches de paye pour ces personnes-là, mais il faudrait que ce soit... Ça, c'est secondaire, alors on parle de sécurité. Non, je te parle de leur sécurité, justement. Bah non, tu parles de fiches de paye. Mais bah oui, qu'elles aient la sécurité sociale, déjà. Oui, mais là, on parle de sécurité humaine. Oui, merci, et la sécurité humaine aussi. Je peux terminer, en fait? Bien sûr. Merci. Juste en griller un tympan, s'il te plaît. Non, mais quand on peut pas parler, c'est non, mais quand on dit des choses qui sont pour moi inaudibles, je réagis. Je suis désolée, Virginie. Tu n'as même pas écouté jusqu'au bout. Comment tu peux juger ce que je vais dire? Mais tu ne sais pas ce que je vais te dire, en fait. Donc déjà, écoute. J'ai pas jugé l'après. J'ai jugé ce que tu disais juste avant. Parce que tu vois, les gens, à cause de toi, ils vont mal interpréter mes propos. Non, tout dépend de toi, Virginie. En fait, pas de moi. Laisse-moi terminer. Et ce sera clair. Donc si on ouvrait en effet ces maisons closes uniquement pour, je pense, le social, c'est-à-dire aider les personnes en difficulté qui sont dans la rue, qui n'ont pas de papier et qui, du coup, n'ont pas de fiche de paye, n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas d'encadrement sécuritaire, qui leur permettrait d'avoir un certain cadre. Donc ça serait pas mal, mais par contre, il y a beaucoup de négatifs pour moi parce que en général, les gens qui ont géré ces maisons closes, et c'est pour ça que ça a été interdit, oui, bon, on sait qu'il y a des... Bref, ça a été interdit il y a un certain temps déjà. Voilà, je cherchais la date. C'est parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans le cadre de... Alors déjà, dans le social, en France, on fait n'importe quoi. Ça continue justement, des dérives des maisons closes. Bien sûr, non, mais bien sûr, il y a des dérives, c'est vrai. Dans le social, en France, on fait n'importe quoi déjà. Donc, si on commence à ouvrir des maisons closes, ça va être n'importe quoi encore plus. Alors, il faut que ce soit très bien géré et très bien contrôlé. Pour avoir ta position, t'es contre les maisons closes, du coup? Je sais pas, en fait. T'as été mi-figue, mi-raisin. Ouais, donc en fait, je comprends bien. Toi, t'es pour ouvrir la porte à toute l'immigration du monde, mais pour mettre en sécurité des femmes, t'es plus là. Non, c'est pas ça. Je te dis juste qu'il faut choisir les personnes qui vont les diriger. Parce que si c'est des pervers qui vont diriger ce genre de maison, elles sont pas en sécurité. Mais ça n'a pas de sens de faire ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi, je préfère ouvrir moi-même une maison close parce que je sais que je suis dans le social et qu'elles vont bien être traitées. Oui. Qu'un mec qui est pervers et qui... Non, mais c'est vrai. Virginie, Madame personnellement, je préférerais ouvrir moi-même ou que le gouvernement décide d'ouvrir et gère vraiment. Parce que déjà, quand on voit ce qui se passe dans les associations, dans tout ce qui est social en France, c'est n'importe quoi. T'as déjà travaillé dans le social, dans le médico-social? Moi, j'y ai travaillé, tu vois. T'as été à Boulogne? Au bois de Boulogne, t'as été? Jamais, non. Voilà, donc dire qu'elles choisissent leur métier. Non, mais par contre, j'ai connu des prostituées. D'accord. J'ai connu des prostituées et moi, franchement, si j'étais prostituée, je préfère embaucher un garde du corps chez moi à domicile et faire venir... Tu vis dans un monde parallèle, Virginie, je suis désolée. Non, mais si elles n'ont pas de logement, c'est sûr, elles ne peuvent pas accueillir les gens chez eux. Mais toutes celles qui ont un logement ou un domicile, elles peuvent très bien accueillir chez elles et c'est mieux. Juste un petit parallèle pour un peu... apaiser l'atmosphère. Il y a ce qu'on appelle maintenant les cyberproxénètes, je vous jure, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, il y a des... Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, j'avais fait un sujet, j'avais montré Conversation, j'avais piégé un jeune homme. Et il y a des hommes sur Instagram et surtout sur Snap qui vont recruter des filles pour leur proposer de faire de la prostitution pour des footballeurs. Oui. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où tu serais intéressé pour ci, pour ça, voilà, on peut se rencontrer, c'est safe, il y a ci. Donc, il y a ce qu'on appelle pour moi des cyberproxénètes. Parce qu'en fait, on ne les voit pas, c'est eux qui sont payés, qui font des virements. Et justement, ils affluent sur les réseaux sociaux. Exactement. Et c'est hyper dangereux. Et d'ailleurs, aussi pour la petite parenthèse, pour continuer ce que tu as dit, c'est qu'il y a des groupes Telegram où certains de ces hommes, cyber-proxénètes, comme tu dis, en fait, s'envoient des profils sur Telegram de filles en mode comme des modèles. Choisissez laquelle vous voulez, je vous l'envoie, comme ça vous lui créez un compte OnlyFans, un compte Mime, je gère son image, je prends 70%, elle prend 30%. Non, parce que moi, ça m'est arrivé justement, et je te montrais un message où il y a des comptes qui viennent me dire oui, je suis agent
pour OnlyFans. Est-ce que tu veux que je te prenne en main? Alors, moi, non, mais t'es pas naïve. Toi, non. Elles sont pas naïves. Moi, c'est la mauvaise cible. Elles sont naïves alors pour toi. Elles sont bêtes. Pourquoi tu me cries dessus, Virginie? Mais ça m'énerve. Tu sais, on peut parler sans crier dessus. À part si tu penses que les arguments sont tragiques, je sais pas. Tu parles fort, puis tu coupes la parole. Alors, du coup, voilà. Alors, justement, on va laisser Gamal parler, Virginie. Voilà. La question qui se pose, c'est quoi? C'est l'hypocrisie d'une institution d'État, parce qu'on a été les maisons closes fermées en 1946 pour des questions de dérive qu'on connaît. C'est juste après la guerre, donc c'est la misère sexuelle, bref. Ensuite, en 1978, on légalise la prostitution, ce qui est quand même particulier, parce que c'est un statut juridique qui n'est pas clair. Ensuite, en 1996, on légalise le proxénétisme, qui est un crime, il faut le rappeler quand même. C'est l'exploitation des femmes par des hommes qui sont de véritables vermines. Et ensuite, on va commencer à criminaliser le client, alors que la prostitution est légale. Donc vraiment, c'est des signaux contradictoires qui n'ont aucun sens. Maintenant, la question de savoir la sécurité, moi je suis d'accord sur la question du bois de Boulogne, tout le reste. C'est vrai que les prostituées qui venaient souvent de l'Est ou d'Afrique ne viennent pas comme ça, elles sont menacées. C'est-à-dire que le système, quand on connaît un peu le processus, on menace de les tuer elles. Non, c'est pire que ça. Les familles là-bas. On les vole de leur village, par exemple, ça arrive souvent. Et on dit, si jamais tu ne fais pas ce qu'on te dit, avec une séquence d'humiliation et de destruction psychologique qui dure une journée, voire 2 journées, si tu ne fais pas ce qu'on dit, on tuera ta famille. Donc elles travaillent sous contrainte, et sous la contrainte de la peur. Elles sont très sous-payées, hein. Voilà. Quasiment rien de et le rapport par les légalisations, ça rappelle un peu la légalisation des drogues dures, des drogues douces. C'est le même rapport. Il n'y a aucune douceur dans la prostitution, c'est une dégradation de la femme, et c'est la réduire à l'état d'esclave sexuel, mais d'esclave. Mais ça a toujours existé. C'est pas une question. Ça a toujours, c'est comme la misère, ça a toujours existé, mais on doit lutter contre. Le concept de dire, par exemple, moi j'entends une fois un bourgeois me dire dans le 16e, quand je faisais la queue pour un musée magnifique d'ailleurs, et il m'a sorti, je voyais un type qui était à la rue, et ça me choquait, parce que c'est pas possible, en face d'un musée comme ça, un type qui dort dehors, il faisait 5-6 degrés. Et il m'a dit, mais vous allez faire quoi? Ça a toujours existé. Oui. C'est intolérable. Mais ça peut être un choix. Non, mais c'est pas. Non, un type qui vit dans la rue, c'est pas un choix. Non, les personnes qui vont sur les plateformes, par exemple. Ça n'a rien à voir, on parle pas de ça. On parle pas des plateformes. On parle de la prostitution de rue. On parle de la prostitution de rue, de la délivrance. Là, on parle des maisons closes, elles sont sur OnlyFans, au chaud, dans leur canapé, envoyer des selfies. Alors, pour arriver à la conclusion de mon propos, la question de la maison close, c'est quoi? C'est un encadrement strict par l'État, parce que c'est l'État qui empêchera les dérives, de prostituées qui s'adonneraient à ces pratiques. Non, qui empêcherait, j'ai dit. C'est pour ça que je prends quand même je prends un petit peu de réserve. Parce que les États sont souvent dans la dérive aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce serait peut-être, pas sûr, un moyen de réduire ces misères. Mais quoi qu'il en soit, moi je considère, à titre personnel, que de faire d'une femme une prostituée, de la détruire psychologiquement pour qu'elle se considère comme étant un sac sans valeur, ça c'est gravissime, ça s'appelle l'esclavage moderne. Et c'est vrai que les gens ne veulent pas dénoncer. Et moi j'aurais aimé entendre les féminismes qui ont lutté pour le droit des femmes, tout faire pour empêcher que cette situation se pérennise. Mais je suis d'accord. Parce qu'en 1946, on parlait des bordels. Bravo, Gamal. Mais c'est vrai, il faut sortir ça. Qui peut penser qu'un membre de sa famille va devenir une prostituée? Personne ne le Mais elles se sentent salies, ces femmes. Elles se sentent sales. Mais c'est psychologiquement que c'est horrible. Donc c'est vrai que ces questions-là sont posées, il faut les poser avec équité, mais il ne faut jamais dire qu'il y a des choix. Les femmes qui les ont choisies, j'ai du mal à y croire. C'est souvent la contrainte financière. On préférait travailler et gagner 2 000 € par mois dans un bureau que de se prostituer, c'est évident. Non, certaines font ce choix parce qu'elles peuvent gagner plus d'argent dans la vie. Je pense que c'est extrêmement... Mais c'est rare. J'ai pas dit que c'était toutes. On va clore ce sujet. Donc chacun voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'était un peu houleux entre Virginie. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Virginie est très passionnée. Ah, mais moi aussi. Elle est extrêmement passionnée. Du mal qu'on fait aux femmes. Et aux hommes. Et aux hommes aussi. En fait, et surtout, je suis révoltée. Virginie, on va devoir accueillir Noélie qui attend. On peut passer. J'ai hâte parce que voilà. Elle a une montre. Et tout de suite, on passe à la rubrique Rap Actu avec Noélie. Coucou. Ça va? Ça va et toi? J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes parisien? Oui. Évidemment. Vous êtes parisien? Oh, quel de chien. Moi non, je suis pas parisienne. Je suis de Toulon, dans le Var. Toulon. Moi, je suis de Lyon. Je connais très bien Lyon. J'ai ma famille là-bas. Donc voilà 5 ans que je suis à Paris et aujourd'hui, je voulais faire une petite chronique un peu sur la vie parisienne et la vie à Paris. Ah, j'avais adoré ça. Je pense que tu vas me parler. Je pense que tu vas aimer. Allez, go. Vie parisienne, vie de bobo, depuis que j'ai eu tous les diplômes dans cette arène métro boulot. Dodo c'est pour les faibles, y a des amitiés qui dureront le temps d'une cigarette. D'ailleurs le temps c'est illusion, un fil pour faire paraître. De gauche à droite je me rends compte que les liens sont un peu flexibles. J'ai beau être là, y a des millions d'âmes qui se sont travesties. Le plus fatal c'est que l'on souffre de ces tragédies. On voit arriver la fin de l'année à plat et la batterie. Superficielle ou très profond, les liens se créent dans la fête. On se souvient plus de ton nom mais on te rappelle pour la prochaine. Je croise des regards un peu vides dans les rames bondées. C'était
a 5 ans le Covid, mais on semble isolé, solo dans Paris. Je me balade à 2h du mat, je m'extasie devant cette ville et son théâtre. Je reste à Paris, tant qu'il n'y a pas d'échec et maths. Faut être solide pour garder le moral intact. De sacrés personnages flânent dans la rue. Je vois tous ces mirages comme un déjà-vu. Faut être soi, mais pas trop, faut qu'on voit ton ego. Si t'es pas tout là-haut, t'auras pas un péco. La vie parisienne, je commence à m'y faire. Cerise dans le ciel pourrait bien me plaire. La vie parisienne, je commence à m'y faire. Cerise dans le ciel pourrait bien me plaire. Alors ça vous parle? Ouais. Merci Lem. Une pépite, alors Aaron, qui la découvre, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, normalement, j'aime pas le rap, mais en tout cas, j'aime bien ton rap. Bon, mais c'est super. Merci Aaron, c'est un super plaisir. Avec grand plaisir. Et normalement, elle rappe l'actu. Ah, donc voilà. C'est intéressant, ça c'est cool. Ouais, c'est génial. Vraiment, elle rappe l'actu, moi, elle me met des frissons des fois, c'est notre pépite. Voilà. Merci. Et Parigo, tête de... Vaux. Bah oui, quand t'es... Ah, c'est moi qui... Oui, mais quand on est, justement, quand on est de province, on l'entend ça là. Parisien, tête de chien. Mais le ciel est de plus en plus bleu à Paris. C'est quand on était petit, on entendait ça. La météo s'inverse. C'est vrai, c'est de moins en moins gris. La météo s'inverse. Dans le sud, bientôt, il fera moche. Hein. Sachez-le. Remontez. Ah bah pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ce qu'on a dit, mais j'ai pas vu ça. J'ai été le 9 décembre, j'ai l'impression que ça commence. Pour le moment... J'étais le 9 novembre, il faisait 20 degrés, 24 degrés. Non, mais je dis pas qu'il fait pas beau, mais tu vas voir qu'avec le temps, je pense que les choses vont s'inverser. L'inversement climatique? Oui. Les règlements, pas mal. Ou alors, il fera trop chaud dans le sud et ils seront tous obligés de venir à Paris pour supporter. Ah, on veut pas dire. La canicule. Réchauffement climatique, oui, mais inversement climatique. Il faut qu'ils restent chez eux, il faut les développer. Non, c'est possible, mais bon, c'est pas vraiment. Il faut qu'ils restent chez eux, on va les développer. Il y a divers avis. Dans le chaud. C'est dans le sud. Ok. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Aaron, tu reviens quand tu veux. Bah, c'est gentil, avec plaisir. T'as l'adresse? Oui, c'est vrai. T'as la maison? C'est vrai, c'est gentil. C'est un plaisir. Alors, moi, je t'aime pas trop, Virginie. Ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu dans ça. J'ai beaucoup aimé les débats. Je pense qu'on a eu tous un peu le temps de dire notre avis. Ouais. J'ai également eu le temps de me faire crier Super Virginie. Ouais, c'est ce que j'allais dire dans les les oreilles. Mais c'est pas grave, j'irai chez L'Oréal après, je t'enverrai la facture, Hélène. Voilà. Je serai jamais. Non, mais elle adorera Virginie, c'est notre petit. En tout cas, merci pour l'invitation, Hélène, c'était très cool. Gamal, ça t'a plu? Super, comme d'hab. Et bah voilà. On embrasse Thomas qui a dû partir. C'était un plaisir aussi de commencer l'émission avec lui. C'était trop bien. Et en tout cas, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs à 21h sur Vibe TV, chaîne 298 de la Free. On sera bientôt à la rentrée sur Molotov. Vous pourrez nous retrouver ici sur Orange et Bouygues. Et tous les mercredis, donc à midi, sur YouTube. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. On est bientôt à 18 000 followers sur YouTube, parce que je récupère une chaîne. Donc merci en tout cas. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèles et sur les réseaux sociaux et sur plein de plateformes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.